Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Complot sur l'île de Santiago, chapitre 4, deuxième partie. Mazarine pourra-t-elle s'en sortir de ce guet-apens dans lequel elle est tombée, bras et pieds liés? Le mousse qu'il tentait tant bien que mal de dissimuler prit le dessus. Les mots de Daya résonnaient dans la tête de Mazarine. Comme les cloches d'un troupeau de vaches, il était sans nul doute le monstre qu'elle décrivait. Elle avait sous-estimé le risque encouru. Tu es un mercenaire angolais? Arrête ces élucubrations. Je suis un chef d'entreprise et j'exige du respect. Tu as menti sur le sens réel de ton tatouage. Tu es un personnage immonde et dégoûtant et tu ne mérites aucun respect de ma part. Mazarine ne ressentait plus aucune peur. Elle avait conscience qu'elle affrontait un monstre. Advienne que pourra. Il se rapprocha d'elle au fur et à mesure qu'elle le mettait face à la laideur de son âme. Alors qu'elle ne s'y attendait pas, il sortit une arme à feu et l'obligea à s'agenouiller. Il réussit à la maintenir au sol en l'écrasant de tout son poids. Pendant qu'elle réunissait ses dernières forces afin de le repousser, elle sentit son phallus qui fouillait son intimité. Désespérée, elle s'époumonna avec la dernière énergie qui lui restait. L'univers ne pouvait pas à nouveau s'acharner contre elle. Elle voulait mourir. Elle n'allait jamais réussir à surmonter ce second viol. Elle n'était pas destinée à connaître le bonheur et la quiétude. Elle était dégoûtée de la vie et de l'être humain en particulier. Certaines personnes naissaient sous une bonne étoile. Elles étaient choyées depuis l'enfance. Elles ne rencontraient quasiment pas d'obstacles dans leur parcours. Elles ne connaissaient ni torture morale et physique, ni de blessures intérieures. Enfin, venait le groupe dont elles faisaient partie, groupe constitué de personnes destinées au tourment éternel. Leur vie était une succession de supplices. Elle en avait marre d'être forte. Elle avait surmonté son excision et sa première agression sexuelle avec bravoure. Elle était à bout et estimait que vivre n'en valait vraiment plus la peine. Après avoir fini sa sale besogne, il s'allongea sur le dos pour profiter du soleil couchant. Il ne tarda pas à somnoler. À quelques pas de lui, Mazarine entendait ces ronflements semblables à ceux d'un véhicule défectueux. Elle saisit le pistolet qui traînait non loin de lui et lui colla 2 balles en pleine tête. Son ami qui dirigeait le bateau entendit le coup de feu et se précipita dans leur direction. Il ne trouva que Jovan baignant dans son sang. Mazarine, dans un acte de désespoir, s'était jetée en pleine mer. Nathalie, qui vit le bateau qui se rapprochait de la plage, il était temps de vérifier l'endurance de Mazarine. Elle espérait que tout se soit déroulé comme prévu. Anne-Marie s'empressa de ramasser leurs affaires qui traînaient un peu partout sur la plage. Alors qu'elle s'apprêtait à monter à bord du bateau, elle vit l'ami de Jovan qui les rejoignait sur la plage. Rien ne s'est déroulé comme vous l'aviez prévu. Jovan est mort et Mazarine dans la nature. De quoi parles-tu? Suivez-moi et vous ferez votre propre constat. Nathalie hésita un long moment avant de monter à bord. Elle avait peur que tout ceci ne soit une invention pour la piéger. Accompagnée de ses 2 amis, elle se décida finalement à le suivre. Le spectacle sous ses yeux était juste effroyable. Son corps inerte et sans vie était entouré par une grosse flaque de sang. On apercevait des traces de sang jusque sur la plateforme de baignade. Elle commença à paniquer. Elle ne voulait pas avoir de démêlés avec la justice et surtout pas dans un pays qui n'était pas le sien. Elle n'avait pas prévu de cadavre dans son scénario. Elle voulut en savoir un peu plus sur cet assassinat. As-tu vu Mazarine tirer sur Jovan? Non. J'ai juste entendu les coups de feu. Il y avait peut-être une autre personne venue à sa rescousse. Donne-moi exactement la chronologie des événements. La table fut dressée comme prévu. Mazarine refusa d'y prendre part. L'ambiance se détériora assez rapidement. Depuis ma position, j'entendis d'abord une dispute et ensuite Mazarine appelait à l'aide pendant qu'il la violait. Il m'avait ordonné de ne point intervenir, quel que soit ce que j'entendrais. J'ai donc suivi ses ordres sans broncher. Lorsque la détonation se fit entendre, je me précipitai vers lui. Il était déjà mort et plus aucune trace de Mazarine. Je lui avais pourtant formellement interdit d'abuser d'elle. Il devait simplement la droguer avec le repas afin qu'elle soit inconsciente. Il a peut-être tiré une balle sur elle avant de s'écrouler.
Le corps de Mazarine croupit certainement au fond de l'océan. Dans ce cas, je ne dois surtout pas retourner à l'auberge, sinon Moïse contactera la police s'il n'a aucune nouvelle d'elle. On doit se débarrasser de son corps avant de regagner le port de Praia. Comment doit-on procéder afin d'éviter d'attirer l'attention de la police? Jetons-le en pleine mer et nettoyons de fond en comble le bateau. Quant à la femme, si elle n'est pas morte et qu'elle refait surface, elle fera profil bas car coupable de meurtre. Marie-Catherine et Anne-Marie tremblaient de peur. Elles ne voulaient absolument pas être mêlées à cette histoire. Elles décidèrent de ne pas participer à cette opération en cours. Nathalie et Philippe jetaient par-dessus bord le corps de Jovan avant de nettoyer le sang sur le bateau sous le regard effrayé de ses amis. Elle devait à présent réfléchir à une version convaincante si l'un d'entre eux se retrouvait face à la police ou à Moïse. Elle avait finalement décidé de rentrer à l'auberge pour y passer la nuit afin d'éviter que Moïse ne contacte la police avant qu'elle ne puisse quitter l'île. Elle avait prévu quitter Praia avec ses amis dès le lendemain sur un vol à destination du Maroc. Elle regagnerait ensuite la Belgique. Moïse se réveilla en sursaut. Il était plongé dans la pénombre. Il chercha l'interrupteur d'une main afin d'éclairer la pièce. Il espérait voir Mazarine allongée sur le lit ou dans le divan. Il s'inquiéta qu'elle ne soit toujours pas rentrée. Elle n'était certainement pas à l'auberge. Elle en avait une peur bleue depuis le vol de son passeport. Il décida tout de même d'y aller pour voir si Nathalie était rentrée. Il tenta à plusieurs reprises de la joindre en vain. Confortablement installée sur la véranda, d'ailleurs Lisa lisait une histoire à ses filles. Elle vit Moïse avec la mine renfrognée qui se dirigeait vers elle. Elle s'était inquiétée de ne point le voir de toute la journée. Où étais-tu de toute la journée? Tu as brillé par ton absence au dîner. J'ai passé la journée avec mon ami, on a un projet qu'on veut mettre sur pied. Fais quand même attention, tu le connais depuis peu. Merci pour le conseil. Je serai prudent. Nathalie et Mazarine sont-elles rentrées? Nathalie est rentrée toute seule et exténuée. Elle est montée directement dans sa chambre pour prendre un bain et se mettre au lit. Pourquoi Mazarine n'est-elle pas rentrée également? Elle avait rendez-vous avec Jovan. C'est quoi cette histoire absurde? Je vais poser directement la question à Nathalie. Elle doit être déjà endormie. Ce n'est pas bien grave, je la réveillerai. Il se dirigea d'un pas décidé dans la chambre de Nathalie. Il ne remarqua pas la présence des Angles dans la salle de séjour. Il entra sans frapper dans sa chambre. Elle rangeait soigneusement ses vêtements dans une valise. Elle avait mis un peu de musique et ne sentit pas sa présence. Elle sursauta lorsqu'elle entendit sa voix. « Tu vas provoquer mon arrêt cardiaque. Où vas-tu avec cette valise? Il y a de l'humidité dans les placards, je retire donc mes vêtements pour les conserver dans la valise. Pourquoi Mazarine n'est-elle pas rentrée? En fin de journée, lorsque nous étions sur le point de quitter le port de Praia, nous avons croisé Jovan. J'ignorais que le bateau loué par mes amis appartenait à son entreprise. Il a l'habitude d'effectuer certains contrôles sur le bateau après une sortie en mer. Il a donc proposé à Mazarine de prendre un verre et elle a accepté. Elle n'avait pas la tête à faire des sorties en ville. Elle aurait décliné sa proposition. Que veux-tu insinuer? Rien. Je réfléchissais à haute voix. Où sont-ils allés prendre ce verre? Je n'en sais rien. Tu ne vas quand même pas débarquer à l'improviste. Je veux juste me rassurer qu'elle va bien. Je crois qu'elle ne va pas tarder à rentrer à moins qu'elle ne décide de passer la nuit chez lui. Cette histoire est un peu tirée par les cheveux. Monsieur Aguassi ne serait-il pas un peu jaloux? Puis-je avoir le nom de sa société de location de bateaux et sa localisation? Oui, je te le note sur un bout de papier. Mais il n'y a personne à cette heure-là. Moïse retourna à son hôtel. Mazarine était certainement de retour. Plongé dans de profondes réflexions, il ne remarqua pas la présence de Michael dans le hall. Il prit l'ascenseur et se dirigea vers sa chambre. Le silence y régna. Elle n'était toujours pas de retour. Que s'était-il réellement passé? L'histoire relatée par Nathalie ne tenait pas la route. Il prit la décision de patienter jusqu'au lever du jour. Si d'ici là, elle n'était toujours pas rentrée, il irait à la police pour signaler sa disparition. Il ferait un tour également dans les locaux de l'entreprise de Jovan. Il soupçonnait Zang d'avoir mis son plan méconnu jusque-là à exécution.
Michaël, surpris par la présence de Moïse au sein de son hôtel à une heure aussi tardive, l'avait suivi depuis le hall. Il l'avait vu entrer dans une chambre qui semblait être la sienne. Il commençait à avoir de plus en plus de doutes à son égard. Il posait beaucoup de questions sur Zhang. Il resta immobile devant sa porte pendant un court instant. Il hésitait à regagner sa chambre. Finalement, il sonna à sa porte. Moïse se précipita pour ouvrir, pensant que Mazarine était enfin de retour. Michaël entre. Je t'ai aperçu depuis le hall et apparemment je ne me suis pas trompé. Tu vis bel et bien ici. Oui, depuis ce matin. Je comptais t'en parler et j'ai été submergé par certains problèmes. As-tu été chargé de me surveiller? Non. Je t'expliquerai plus tard les raisons de ma présence ici, mais pas ce soir. Présentement, je suis tellement préoccupé. Michaël n'était pas convaincu par tout ce qu'il entendait, mais il accepta de reporter leur discussion. En attendant d'avoir des explications, il redoublerait de vigilance. Une odeur de sauterelle avait envahi la pièce. On pouvait entendre les sifflements de la théière encore au feu. Enveloppée dans plusieurs couvertures, Mazarine ouvrit difficilement les yeux. Furtivement, elle jeta un coup d'œil de part et d'autre de la pièce afin de s'orienter. À quelques pas d'elle, elle apercevait une vieille femme qui renversait du thé dans une tasse. Elle ressentait de petites douleurs à la poitrine. Constatant qu'elle était réveillée, la femme vint vers elle. Elle aligna plusieurs phrases incompréhensibles pour Mazarine qui tentait de lui expliquer qu'elle ne comprenait pas le créole capverdien. Elle se souvint progressivement des événements après son viol. Après avoir plongé en pleine mer, elle nagea pendant quelques minutes avant de s'affaiblir. Elle était en hypothermie et n'arrivait plus à respirer. Elle remarqua non loin d'elle un bateau de pêcheurs. Elle n'avait malheureusement plus assez de force pour nager dans leur direction. Son rythme cardiaque ralentissait progressivement et elle perdit connaissance. Moïse était certainement mort d'inquiétude. Elle devait trouver un moyen de le contacter pour le rassurer. Elle avait besoin de voir également un médecin pour recevoir les traitements d'urgence après un viol pour éviter de contacter des maladies ou tomber enceinte. Avec des gestes et quelques mots en portugais, elle expliqua à la vieille dame qu'elle avait besoin d'un téléphone portable. Elle lui remit le téléphone de l'un de ses fils. Elle effectua une recherche en ligne afin d'obtenir le numéro de la réception de l'hôtel. Moïse avait les yeux rivés sur son téléphone lorsque celui de la chambre retentit. Il décrocha machinalement. Moïse, Momo, Mazarine, comment vas-tu? Où es-tu? Je ne sais pas, mais je me porte mieux. La seule personne capable de me le dire s'exprime uniquement en créole capverdien. Demande s'il te plaît à la réceptionniste d'échanger avec elle afin que tu saches où venir me chercher exactement. Ne dis personne à l'auberge que nous avons échangé au téléphone. Nathalie, je me doutais qu'elle me racontait des contes vérités. Je t'attends. Après avoir échangé avec la vieille femme, la réceptionniste nota l'adresse exacte où se trouvait Mazarine. Moïse sauta dans le premier taxi pour aller la récupérer. Ils arrivaient devant une maison peinte en jaune. Il vérifia rapidement le numéro inscrit sur le portail. Il était à la bonne adresse. Il demanda au chauffeur de l'attendre quelques minutes. Il observa tout autour de lui avant de presser le bouton poussoir. Un homme vint ouvrir le portail. Il s'exprimait moyennement en français. Désolé de vous importuner à une heure aussi tardive. Cette adresse m'a été communiquée par une dame au téléphone. Oui, c'est ma mère. Vous pouvez entrer. Mon frère et moi avons secouru votre amie en pleine mer il y a quelques heures. Elle était inconsciente. Ainsi s'achève la deuxième partie de notre roman, du chapitre 4 de notre roman Complot sur l'île de Santiago. Franchement, le comportement de Nathalie me cœur. J'espère qu'ils réagiront vite, Mazarine et Moïse, afin de ne pas laisser Nathalie sortir du pays et échapper du moins à la justice, car elle a fait fort. À cause d'elle, Mazarine a connu son deuxième viol. Et cela, j'imagine, doit être atroce pour elle. Elle-même qui avait déjà connu un premier viol auparavant. Sur ce, je vous dis bye et à très bientôt.